Bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne vous entends pas très bien, mais on va essayer. Moi, je vous entends, mais attendez, parce que je suis dans un bus, parce qu'avec notre groupe, nous nous rendons actuellement en Samarie pour rencontrer Yossi Dagan. Ah, très bien. Et je vais demander au guide peut-être de cesser de parler le temps de l'interview. Voilà. Dis-lui qu'il arrête. Alors. Voilà, je suis avec vous. Je pense que là, il va le micro, il va couper le micro. Voilà. Bon, alors on va le refaire. Ok, alors Francis Khalifa, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, donc sur Studio Kalita, à l'occasion de cette mission du CRIF qui se déroule actuellement donc en Israël. D'abord, premièrement, le programme de cette visite. Quelles sont les personnalités que vous avez ou que vous allez rencontrer dans le courant de cette visite? Écoutez, nous avons déjà rencontré le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, qui nous a fait un petit briefing de la situation. Dans une situation un peu compliquée, comme vous le savez, puisque Israël aujourd'hui se trouve... Un peu compliqué est un euphémisme, disons. Oui, mais enfin, vous savez, en France, on reste optimiste. Donc, non, mais c'est vrai que cette situation qui maintenant... on est dans une situation de blocage, oui. Puisque Israël se trouve toujours avec ce risque d'appeler les Israéliens à revenir aux urnes. Et ce qui nous paraît le plus inquiétant, c'est que les sondages d'un troisième scrutin auquel nous avons eu accès, finalement laissent présager une situation quasi similaire, oui. avec deux blocs quasiment égaux et une difficulté pour chacun de former un gouvernement. Donc je crois que c'est une situation inédite, et vu de l'extérieur, je dois dire que c'est assez particulier. Ensuite, nous avons rencontré... Justement, puisque vous parlez vu de l'extérieur, on aimerait savoir, parce que en Israël, on est bien empêtré dans cette crise, mais on a du mal à voir comment elle est perçue à l'extérieur. Par exemple, auprès des autorités françaises que vous avez l'occasion de rencontrer, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils comprennent ce que même nous, ici, nous ne comprenons pas ? Non, je crois qu'ils ne sont pas plus intelligents finalement que les observateurs israéliens, parce que ils ne comprennent pas plus cette situation. Mais par contre, ce qu'ils comprennent, c'est les limites de ce scrutin proportionnel. Oui. Et vous savez qu'en France aussi, nous parlons beaucoup d'une réforme avec une introduction de la proportionnelle pour les prochaines élections. Et je crois que ça montre bien ce qui se passe aujourd'hui en Israël, montre bien les limites de ce scrutin proportionnel qui finalement a une vertu essentielle, c'est de permettre à tous les courants politiques du pays d'être représentés, mais avec cet inconvénient d'un émiettement finalement de la représentation politique qui crée cette difficulté à créer des gouvernements qui soient des gouvernements stables, parce que c'est vrai que si cette situation est inédite, il faut aussi savoir que très peu de gouvernements ont été au bout de leur mandature. Depuis déjà de nombreux gouvernements. Donc on voit bien les limites de ce scrutin, et je crois qu'il serait peut-être salutaire peut-être d'introduire, de modifier le mode de scrutin. Alors pas pour revenir à un scrutin comme nous avons en France, parce que je crois que ça serait pas du tout adapté au pays, mais peut-être en introduisant justement une part de scrutin majoritaire, ou alors peut-être... Parce que le système majoritaire aussi, ses inconvénients, ça, on le connaît aussi. Oui, c'est pour ça que je crois qu'on peut-être essayer de trouver un système mixte entre les deux, avec une dose de scrutin majoritaire, et bien évidemment pour conserver aussi cette qualité essentielle du scrutin proportionnel, qui est la représentation de l'ensemble. Mais je crois qu'il ne faut plus que l'on se trouve confronté à ce type de situation où finalement le scrutin est tellement émietté qu'on est dans une difficulté impossible, et nous voyons bien aujourd'hui la difficulté aujourd'hui de former un gouvernement. Alors, au-delà de cette crise politique qui n'en finit pas, je suppose, et dites-moi si je me trompe, que vous avez également eu des briefings sécuritaires face à la menace que représente l'Iran dans la région, en particulier dans le nord, peut-être aussi dans le sud, et tout ce qui se passe au niveau sécuritaire. Bien sûr, parce que pour
pour nous, ce qui est important dans cette mission, qui est une mission importante, hein, puisque c'est... Allô? Francis, on ne vous entend pas bien. On vous a perdu là quelques secondes. Vous m'entendez mieux? Voilà, là peut-être mieux, oui, allons-y. Voilà, je vous disais donc que cette mission est une mission importante puisque nous sommes 60 délégués qui sont dans cette mission et qui représentent l'ensemble de la France puisque ce sont les délégations régionales du CRIF qui sont ici en mission avec l'exécutif national. Et donc l'objet de cette mission était bien évidemment de se rendre compte un petit peu de ce qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble des Israéliens, c'est la situation sécuritaire. Et nous avons eu des briefings des briefings justement sur cette situation, puisque nous avons eu l'occasion de recevoir Mathias Inbar, un spécialiste des questions militaires que vous connaissez bien. Nous avons également eu l'occasion d'avoir un briefing politique pour un peu mieux comprendre la situation et ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui en Israël, et notamment sur l'inculpation du Premier ministre Netanyahou. Donc oui. Tout ça a permis à chacun d'éclaircir un petit peu les idées et d'avoir et d'être en prise directe avec la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que ça a été très très instructif pour chacun. Alors, je suppose que dans ce genre de mission, lorsque vous rencontrez des responsables politiques et sécuritaires israéliens, eh bien, il y a aussi peut-être un dialogue sur les problèmes qui préoccupent aussi le judaïsme de diaspora, en particulier la communauté juive en France, et en particulier donc l'antisémitisme, la résurgence de l'antisémitisme. On l'a vu encore avec, enfin, pas obligatoirement le terrorisme et l'antisémitisme, hein, dirons-nous, puisqu'il y a eu plusieurs alertes terroristes ces derniers jours en Europe, mais l'antisémitisme, c'est un sujet qui préoccupe les autorités israéliennes, l'antisémitisme en France, en Europe? Oui, tout à fait. Je crois d'ailleurs que les réunions que nous avons sont des réunions où on échange et où on reçoit des informations, et nos interlocuteurs sont également demandeurs d'informations, et ça a été l'occasion pour moi de dresser un petit peu le tableau de l'antisémitisme en France aujourd'hui, avec notamment, et nous le savons, un antisémitisme qui ne régresse pas, au contraire qui progresse, puisque après l'année noire qui a été 2018, les premiers chiffres auxquels j'ai pu avoir accès sur le premier semestre 2019 montrent encore une progression de 78% des actes des violences antisémites en France, et je crois que la situation devient de plus en plus intenable pour toutes ces Français juifs qui vivent dans ces quartiers que l'on a avec un bel euphémisme appelés des quartiers difficiles, mais qui en réalité sont des quartiers qui sont devenus aujourd'hui des quartiers impossibles pour avoir une vie normale pour les familles juives, et c'est ce qui pousse d'ailleurs ces familles juives à un véritable exil intérieur. C'est ce qu'on a coutume d'appeler l'alien interne, et on voit bien aujourd'hui que cet antisémitisme du quotidien, qui n'est pas l'antisémitisme le plus violent que nous avons connu, mais qui est un antisémitisme récurrent, fait de petites choses, de vexations, de tags, de graffitis, de courriers que l'on vole dans les boîtes aux lettres, de pneus que l'on crève sur les voitures, fait que ces familles-là sont dans l'obligation, pour se mettre en sécurité et pour ne plus, pour avoir une vie normale, sont dans l'obligation de quitter ces quartiers où parfois ils sont nés, pour aller vers d'autres quartiers où leur sécurité est mieux assurée. Alors, vous nous avez dit que vous étiez en route vers la Samarie, vers une rencontre avec le Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie. Et ça m'amène à vous poser une question concernant les derniers développements et en tout cas la reconnaissance par l'administration Trump de ce que l'on peut appeler un changement assez important, c'est-à-dire le fait que du côté de l'administration Trump, eh bien, on a décidé de ne plus considérer les territoires de Judée et de Samarie comme des territoires occupés, et les implantations de ces régions, les implantations juives, de ne plus les considérer comme illégales. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un jour proche, peut-être, en France, on pourrait accepter ce même principe, puisque c'est un principe qui se réfère à des évidences juridiques, comme l'ont expliqué les Américains?
Écoutez, vous savez que par tradition, ça m'était fixé comme règle, et tous les présidents du CRIF ont eu cette règle, c'est que le CRIF ne fait pas de politique israélienne, ne fait pas de politique politicienne et n'intervient pas dans le débat politique israélien. Néanmoins, sur cette question qui est plus générale et qui met en parallèle la nouvelle position de l'administration américaine avec celle qui est la position de l'administration française, je dois vous dire que ce n'est pas beaucoup d'espoir. De voir l'administration française évoluer vers ce type de position. Je crois que c'est suffisamment clair. D'ailleurs, les premières réactions à la déclaration de Trump ont été des déclarations très hostiles, oui. Pour dire combien c'était contre-productif ce type de décision. Donc on voit bien que nous sommes dans des lignes politiques qui sont complètement différentes, en tout cas sur ce sujet, et qui sont même en opposition totale sur cette question particulière. Et je dois vous dire que je n'ai pas un grand espoir de voir la situation évoluer en ce qui concerne la France. Peut-être plus du côté de l'Iran, puisqu'on voit ce matin que des déclarations de Jean-Yves Le Drian semblent prouver que quelque part on ne se fait pas d'illusions en France comme en Allemagne, apparemment sur les mauvaises intentions des dirigeants iraniens. Vous avez le sentiment que quelque part, de ce point de vue-là, la position de l'administration américaine, épaulée par Israël, a peut-être permis d'ouvrir les yeux à certains dirigeants européens et français en particulier ? Il faut aussi rappeler, je crois, que la position française a été une position très dure vis-à-vis de l'Iran pendant un moment, était partisane de sanctions. Vous vous souvenez la position, et à l'époque c'était Fabius qui était en charge de ces questions, qui était le ministre des Affaires étrangères. Et puis cette position a évolué en même temps que la position européenne au moment puisqu'il y a eu cet accord qui a été signé. Ensuite, l'administration Trump décide de faire cesser l'accord parce qu'il considère, et à juste titre, d'après les rapports qu'ils ont, que finalement l'Iran profite de cet accord pour mettre tout en œuvre, pour pouvoir se doter de l'arme nucléaire. Et on voit bien, alors que la France faisait partie des pays qui étaient le plus en pointe pour demander aux Américains justement de rester dans l'accord et de ne pas casser l'accord. On voit bien finalement que chacun en Europe commence à comprendre l'objectif principal des Iraniens, et que bien sûr que derrière le nucléaire civil, l'objectif qui est poursuivi, c'est le nucléaire militaire. Et je crois qu'il y a cette prise de conscience qui commence à nouveau à faire surface au niveau des pays européens, et les déclarations de Jean-Yves Le Drian l'ont démontré en ce qui concerne la France. Finalement, il semblerait que l'ensemble des pays européens commencent à comprendre la position américaine, et je crois que c'est une bonne chose. Eh bien, Francis Khalifa, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion de cette mission, cette visite, la mission du CRIF en Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne fin de mission, et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Shalom.